Bonjour, chers téléspectateurs de Malédiki. Nous sommes en direct pour parler des droits des migrants. De plus en plus, nous voyons les migrants en difficulté. On nous parle de migrants économiques, politiques et autres, climatiques aussi, de plus en plus. Pendant que dans le désert ou dans la mer, ils vivent des tribulations, les pays d'accueil sont-ils mieux, ont-ils des outils adaptés à les accueillir? C'est ce que nous allons aborder avec Marie-Paul Babi, qui est juriste et qui mène un combat pour les migrants depuis fort longtemps. D'ailleurs, elle en a gagné des prix. On en reparlera. Bonjour Marie-Paul. Bonjour, madame. Alors Marie-Paul, les migrants, Oui. ont-ils des droits? Je dirais oui, parce que rien que sur le principe des principes humains, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout être humain est égaux, tout être humain a des droits. Donc peu importe si vous quittez votre pays pour diverses situations, qu'elles soient économiques, politiques, climatiques ou culturelles, vous avez néanmoins quelques droits. Et ce à quoi on assiste actuellement, on se rend compte qu'il y a pas mal de violations de droits de l'homme, même si les migrants, effectivement, choisissent un moyen assez dangereux pour se rendre dans ces pays-là. Alors, quand ils quittent leur pays, Oui. qu'est-ce qui fait qu'un migrant puisse choisir de quitter son pays, là où il a ses repères, là où il a sa culture, là où il a sa famille, pour se rendre ailleurs? Oh, Madame Morel, on dirait tellement de choses, parce que c'est vrai qu'on entendait parler de ce phénomène depuis très belle lurette. Mais là, peut-être moi, mon déclic est vraiment venu de cette fameuse diffusion du 14 novembre de CNN, où j'ai vu quelqu'un vendu pour 200 $ ou 300 $ à peine, même pas le prix d'un portable. Et là, je me suis dit, ben, je ne peux plus rester indifférente. Quand je parle avec eux, la plupart me répondent de façon oui, mais parce que dans nos pays, nous n'avons pas de possibilité. Ça, c'est le premier volet en fait auquel on entend. On n'a pas de possibilité que nous ayons des diplômes, que nous ayons, si vous n'avez pas les bonnes relations, si vous ne connaissez pas du monde, ben, effectivement, vous êtes chômeur. Et être chômeur... Mais parmi les migrants, oui. il y a foison, il y a une multiplicité de personnalités, il n'y a pas que l'élite, il n'y a pas que ceux qui sont diplômés. Il y a l'agriculteur, il y a le petit commerçant, il y a le vendeur à la sauvette. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes motifs? Ils n'ont pas les mêmes motifs, mais le plus grand d'abord, c'est le fameux mot, en tout cas en Côte d'Ivoire, parce que je suis d'origine ivoirienne, il y a ce mot, on va se chercher. Donc, on va se chercher, c'est-à-dire, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas chez nous, tout ça pour du travail. Et le travail qui peut nous l'offrir, ben, ce sont les pays occidentaux. Alors, donc, ça veut dire que le migrant quitte son pays parce que les autorités ou le gouvernement en place ne peuvent pas lui permettre de rêver. Je suis désolée, bon, je pense qu'à part ceux, prenons ceux qui ont fait des études, quand tu fais des études, c'est pour bosser. Voilà, c'est pour travailler. Même l'agriculteur, de tout le monde, de toute façon, il faut pouvoir manger. Il faut pouvoir manger. Pouvoir prospérer de son propre pays. Oui. Alors, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir même avoir de quoi vivre, manger, qui est le basique de tout être humain, ben évidemment, vous allez pour chercher ça ailleurs. Alors, est-ce que j'exagérerais si je dis, Marie-Paul, que le premier fossoyeur des droits des migrants, c'est les dirigeants locaux? Je vais pas le mentir. Je vais pas le mentir. Quand on fait de la politique, d'accord, le premier volet même en économie qu'on examine, c'est ce qu'on appelle le taux d'emploi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez en mesure de pouvoir aux emplois de vos concitoyens pour qu'il ait du pouvoir d'achat? En fait, c'est le chose. Si vous n'avez pas de boulot, vous ne pouvez pas normalement ne pas manger ou ne pas payer votre loyer, etc. Et avoir accès aux choses basiques de la vie. Donc effectivement, c'est clair que moi, j'accuse vraiment les dirigeants, déjà sur ce premier volet, de ne pas être en mesure de pourvoir de façon de donner un travail à tous ces jeunes qui s'ennuient à longueur de journée. Comme je dis toujours, c'est pas comme en Europe. Ici, quand vous n'avez pas, vous pouvez encore avoir un peu d'aide du pôle emploi ou des choses comme ça. Mais là-bas, bien sûr, si vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. À moins de devenir mondial. Exactement. Alors, quand on quitte ce volet-là, du point de vue local, les tribulations du futur migrant sur place, on voit que lorsqu'ils progressent, que ce soit en Afrique, d'abord, leur situation en Afrique devient de plus en plus délicate. Avec ce qu'on a vu, vous l'évoquez tout de suite,
tout à l'heure, avec ce qu'on a vu en Libye, pas que, Mhm. le migrant qui espère une vie meilleure se retrouve finalement esclave. Ben, écoutez, deuxième volet, donc je donnais les critères de pourquoi est-ce que les migrants arrivent ici. Le volet économique, bien sûr. Mais le deuxième volet, c'est parce que pendant très longtemps, ils pensent et ils sont persuadés que le salut de leur vie repose ici, en fait, en Occident. Et j'ai eu plusieurs conversations, où certains m'ont dit, mais vous êtes là-bas, vous ne voulez pas qu'on vienne. Et quand on leur parle des risques de venir jusqu'ici, ils disent, oui, mais nous, on viendra aussi tenter, Dieu est pour tout le monde. Voilà le discours qu'on entend. Donc pour eux, quand ils arrivent ici, ils Avant sont d'arriver persuadés. ici, Oui. on les a vus vendus en, Ben, en ils sont Libye. C'est la Libye qui est révélée, mais Il y a pas mal de certainement, il y a pays, pas mal de c'est pays qui clair. pratiquent cet esclavage. On ne peut même pas parler de l'esclavage moderne, l'esclavage reste l'esclavage. Est-ce à quoi ça vous fait penser quand on voit que sur le continent même, pour les gens qui espèrent une vie meilleure, sont finalement esclavagisés sur le continent? Là, on n'est pas encore On n'est pas autre. Méditerranée. Voilà. Ben, écoutez, comment est-ce qu'ils arrivent? Comment ils viennent ici? C'est parce qu'il y a des gens qu'on appelait des passeurs, qui leur promettent mon et merveille. Et ce sont ces personnes qui s'enrichissent sur le dos de ces migrants. Une fois qu'ils payent, parce qu'ils ont des sommes, souvent je leur dis, mais si vous avez 6 000 euros, pourquoi ne pas faire un petit business, même si vous êtes agriculteur? Mais ils sont prêts à payer 6 000 euros au minimum pour venir, et parce qu'on leur a dit qu'ils vont rejoindre l'Italie en 2 ou 3 jours sur un bateau. Donc en fait, tout est dans l'imaginaire. Et ils sont persuadés, on leur vend du rêve. Ça fait quand même depuis des années qu'on voit des cadavres le long. Ça fait plus de 10 ans Oui. qu'on voit des cadavres dans le désert Mhm. et des nouvelles qui arrivent en disant qu'il y en a qui se sont noyés. Madame Morel, ça ne marche pas dans la tête de celui Madame qui veut Morel, vous quelque savez, part. quand on est endoctriné, c'est très difficile. On connaît quelqu'un qui est allé 5 fois en Libye. Vendu, revenu, rapatrié, reparti, repatrié, reparti. Bon, quelqu'un comme ça, soit vous êtes encore persévérant parce que vous aimez vos frères, soit vous ne savez plus quoi lui dire. Mais il est persuadé que c'est parce que sa chance n'est pas encore arrivée. Alors, où est-ce que c'est pas le regard qu'on pourrait lui porter? C'est-à-dire, il arrive jusqu'en Libye, revenir les mains vides au pays. Il y a un certain regard qui se posera sur lui. J'allais dire ça, troisième volet. En fait, vous êtes en train d'anticiper sur les raisons. Ça fait honte de revenir au pays. Parce que souvent, c'est la même famille qui cotise pour vous faire partir, par tous. Mais souvent, c'est la famille qui cotise pour vous faire partir. D'accord? Donc, quand vous partez, pour eux, ils ont mis tout votre espoir parce que vous allez leur amener de l'argent. Donc, quand vous revenez, ça fait honte. J'ai entendu, bon, ceux qui sont déjà ici, j'ai entendu certains qui disent, mais on ne peut plus partir. Parce que même ma mère a dit, mais tout le monde est arrivé, comment toi tu as fait pour revenir? Ça fait honte. Ça fait une sorte de manque de baraka. Ça fait exactement. Alors que y en a mais toi, tes amis sont là. là-bas, ils s'en sont sortis. Pourquoi toi tu viens ici pour nous foutre la honte? Et c'est ça aussi une autre réalité de cette situation. Alors, vaut mieux qu'on dise qu'il est mort qu'il soit resté. Exactement. Tant que les gens ne savent pas où il est et qu'il se débrouille et qu'il leur envoie quelque chose, ça va. Il est en France après tout. Alors, la traversée se passe de plus en plus dans des conditions difficiles. Les bateaux secoureurs, SOS Méditerranée, Aquarius, sont de plus en plus interpellés, ont des interdictions. Est-ce que ça assombrit l'arrivée du migrant finalement ici en France? Écoutez, les pays européens, alors je vais être vraiment, excusez-moi, peut-être comment dire, cash là, ou direct, ils veulent plus de cette situation. Ils appellent ça la crise des migrants. Les Aquarius appellent ça une crise humanitaire parce que quand on voit des gens se noyer, hommes, femmes, enfants, c'est une crise humanitaire. Mais ils ne veulent plus. L'Italie a été le premier. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Union européenne, l'Europe tout entière, ferme les yeux? Ils ne veulent plus. Le droit le plus élémentaire de quelqu'un qui crie au secours sur la mer. Ils acceptent. Il y a eu le cas, je sors un peu syrien, pour quelques raisons, pour des raisons politiques, ils ont accepté. Mais il y a eu, parce que c'est une guerre. Évidemment. Mais les migrants qui sortent, subsahariens, qui arrivent ici, ils n'en veulent plus. L'Italie a été même très directe, même vous avez vu les contrepoids avec la France, à dire que c'est la France qui doit les accepter, c'est pas nous, parce que c'est la France qui a approvisionné
l'Afrique, avec le franc CFA, enfin, voilà, notre débat. Non, si des gens doivent accepter les migrants, c'est eux, ce n'est pas l'Italie. L'Italie a fermé ses frontières. Le droit maritime ne dit pas que c'est la France qui a obligation. Non, le droit maritime, certes, voilà, c'est ça. Le droit maritime, il est simple, selon la L'Italie convention. politise maintenant le débat pour... Le débat a toujours été pour ne plus faire face au flot d'immigrants. Les taux en 2015 étaient de 1 million de migrants, ça a beaucoup baissé. L'an dernier, on parlait de 198 000 migrants qui sont arrivés, bon, surtout au large des ports et tout ça. Donc les taux, mais ils n'en veulent plus. Donc le droit maritime, il est très simple depuis cette convention de 74 qui dit que dès qu'on entend un SOS de détresse, on se doit effectivement de secourir les personnes. Seulement c'est que, à contrario, cette même convention dit aussi qu'ils ont le droit de secourir, mais ils ne sont pas obligés de les accueillir sur le sol. Voilà un peu où la nuance se joue. Donc lorsque il y a eu la réunion l'an dernier, au mois de juin, avec l'Union européenne, eh bien, effectivement, ils ont dit qu'ils étaient prêts à réviser cette convention pour savoir comment est-ce qu'ils avaient le droit de se partager les migrants. Mais certains pays ont d'office refusé. Malte ne veut pas, la Grèce encore moins vu leur situation. Ceux qui passent par la Turquie pour venir, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc en fait, les bateaux tournent et l'Aquarius est bloqué. Donc là, ils sont en procès. Il y a quelques jours, on a pu assister à une image insolite, sanglante même, où 600 migrants ont pu traverser les 7 mètres de barrières piquantes, qui blessent, pour rejoindre l'enclave de Ceuta, l'île espagnole. L'espagnol, oui. Mitoyenne au Maroc, oui. Comment expliquez-vous cette image, que les gens soient prêts à braver ceux qui, en temps normal, ne pourraient pas se blesser, quitte à mourir sur les barbelés, sauter 7 mètres pour rejoindre... Mais le problème, c'est que, Madame Morel, les gens sont déjà prêts à prendre des zodiacs et mourir dans la mer. Ce ne sont pas des fils de fer qui ne vont pas sauter. Mais souvent, le désespoir fait que tu préfères mourir que de rester dans une situation. Vous avez déjà vu un camp de migrants? Prenez le camp de migrants, par exemple, en Grèce. Ce sont des tentes, hein. Il fait très froid, vous n'avez pas de vie parce que pour demander l'asile politique, chaque pays a ses règles. Vous pouvez attendre jusqu'à 2 ans avant que votre dossier ne soit étudié. Entre-temps, vous ne faites pas, vous n'avez pas rien, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez le droit de rien. Bon, si ceux qui viennent en France, ils ont un peu de la famille, on se débrouille. Mais dans les pays comme ça, comme la Grèce et tout ça, c'est très compliqué. Donc il y a un moment, on force le destin, disant que si un a pu s'échapper, au moins il pourrait partir. Alors là, un peu. Après, quand ils arrivent à passer l'Italie, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, et qu'ils arrivent en France, on en a vu certains, à la porte de Chapelle. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer de vivre dans ces conditions-là, alors qu'on est peut-être un prince, parce que les têtes couronnées en Afrique, ça manque pas. Par nom, on sait retracer l'ascendance de quelqu'un, trouver qu'il est un Traoré, donc général de Soundiata, ou un Keïta, et de les voir dans des conditions inacceptables. D'où mon combat, madame. Et que la France, pays de droits de l'homme, voit ça. D'où mon combat, madame Morel. D'où mon combat. Je vous accueille ici dans un cadre. Vous avez juste vu à côté, il y a un petit gymnase. Les matins, je les vois là, assis. À 5 h du matin, déjà sortis, assis dans le froid. Parce que le gymnase peut les accueillir jusqu'à 6 h du matin. Avec un français limpide, c'est-à-dire des gens qui savent s'exprimer, qui ont fait des études. Et je me dis, mais à quel prix pour tout ça, pour ça? Ils sont confrontés à d'autres réglementations, parce qu'il y en a qui arrivent, qui disent qu'ils sont mineurs. Oui. Maintenant, il semble qu'il faille une scientificité, des mécaniques scientifiques pour déterminer s'ils sont ou non mineurs. Oui, mais certains qualifient ça c'est ça, demi-million. Mais de toute façon, ce sont des méthodes de millions. Avant, pour détecter si vous étiez mineur, vous comptez les dents, vous savez, les fameuses 32 dents, mais après, aujourd'hui, il y a tout un processus. En fait, même quand vous allez même demander l'asile politique, vous avez accès
à ça. Mais vous allez voir un peu pourquoi ça tarde autant. C'est parce que souvent la préfecture ne veut pas. Je vous dis que c'est une politique. Il y a un quota. Il y a des moments où ils ne vous donnent pas toutes les informations. Il y a des moments où ils vont trouver les moyens de vous humilier. Il y a des moments... Donc tout ça, ça fait que ça traîne en longueur et à un moment, votre dossier il est rejeté. On vous dit de repartir chez vous. Tout dernièrement, Macron a réduit le temps de traitement des dossiers quand même. Oui, il a fait pour certains migrants, pas pour tous. Il a fait pour certains migrants, pas pour tous. Donc c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc, il paraît que quand c'est du cas par cas déjà, ça ne dépend plus du droit. Voilà, ça ne dépend plus du droit, ça dépendra vraiment de votre situation et souvent un peu de chance. Souvent un peu de chance. Alors, on connaît la position de la France Oui. qui joue mitigée, surtout avec ses ex-colonies qui sont de plus en plus appauvries pour le rayonnement économique de la France. C'est ça. On connaît sa position, elle est très mitigée. Mais les autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, est-ce qu'ils sont dans la même situation inhumaine d'accueil des migrants ou c'est un peu mieux? Bon, aujourd'hui, la plupart du temps, si je prends vraiment l'Afrique subsaharienne, donc je maîtrise que il passe par le Maroc pour arriver en Espagne, ça passe par la Turquie pour arriver en Grèce, Libye et tout ça, Italie, certains avant c'était l'Algérie pour passer en France, après aujourd'hui les frontières, c'est un peu plus compliqué. Mais en ce qui concerne les migrants aussi passent par exemple en Angleterre. L'an dernier, oui 2018, l'an dernier, il y a eu 300 à 400 migrants qui ont été également bloqués, qu'on ne voulait pas accueillir. Et sachant que déjà, l'Angleterre est quasiment en train de sortir de l'Union européenne, on dit qu'ils ne voulaient pas se mêler de ces problèmes de migrants. Ils n'en voulaient pas. D'où la fermeture. De pas de Calais. De pas de Calais. Ils ne veulent pas du tout. Donc ils n'en veulent pas. L'Allemagne, elle, a une politique très différente. C'est-à-dire qu'elle accueille une migration économique qui lui sert parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. Donc c'est très différent. Donc elle va prendre un certain nombre pour effectivement travailler à cause de la population vieillissante et tout ça. Donc elle, effectivement, c'est lors de la convention ou de la réunion des pays l'an dernier, en juin 2018, a été favorable d'accueillir certains, voilà, mais avec certaines restrictions. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les pays nordiques. Absolument, non, il n'y a pas, voilà. Et qui savent aussi accueillir, semble-t-il. Certains, quand vous avez l'opportunité, effectivement, après, par rapport aux frontières qu'on utilise, c'est un peu plus difficile, mais si vous avez l'opportunité d'aller là-bas, effectivement, ils vous accueillent de façon différente. Donc, depuis l'hiver 2017, lors de votre engagement aujourd'hui, avez-vous noté une amélioration par rapport à vos actions ou celles d'autres? Bon, je suis... Honnêtement, quand on rentre dans ce genre de combat et avec quelqu'un que je connais très bien, qui est camerounais d'origine, et qui lui depuis 2011, 2012 même, avait déjà commencé ce combat à la chute de Kadhafi, et aujourd'hui avec la Libye qui est No Man's Land et tout le monde fait un peu, donc l'esclavage est devenu roi là-bas, donc c'est un vrai business. J'ai vu quand même dans certains pays quelques associations qui se sont mises pour sensibiliser effectivement les personnes, de leur dire bon, est-ce qu'on ne peut pas faire des projets agricoles, etc. J'ai vu même quelques personnes qui m'avaient contacté en 2017, qui sont rentrées chez eux en Guinée, partout, qui bien sûr ont besoin d'un fonds, qui n'ont plus eux envie de repartir, hein, donc qui ont besoin d'un fonds pour commencer ne serait-ce qu'un petit projet. Donc c'est vrai que c'est toujours ce côté financier qui bloque, hein, et qui fait que bon, les gens veulent retenter l'aventure. Bon, je trouve ça détestable parce que j'ai vraiment pensé que à ce stade-là, cette façon dégradante, humiliante pour nous les Africains, j'avais vraiment pensé que nos politiciens, cette fois-ci, diraient c'est notre jeunesse qui se perd, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Au départ, il y a eu quoi? 2 avions qui sont partis, on a soulevé 3, 4, 5 personnes ou 100 personnes et ça s'est arrêté là. L'actualité a continué. Et j'ai compris que c'est la société civile et les sociétés associatives qui pouvaient encore sensibiliser les personnes, même si le combat reste très difficile à faire. L'idée à Marie-Paul Babi de vouloir un jour mettre les dirigeants africains et occidentaux, et notamment pour les pays francophones, les dirigeants français pour leur dire ça suffit, il faut régler cette question par du côté de la France, moins de pillage, c'est-à-dire un partenariat déjà gagnant-gagnant, et du côté des Africains, moins de soumission à cette France qui
humilier ses enfants quand même. Ils sont d'abord humiliés par eux-mêmes. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive donc l'idée de pouvoir les mettre ensemble un jour Mais écoutez, nous voyons toutes ces conférences. Il y a actuellement à Abidjan une conférence sur les migrants. Je l'ai écoutée. On parle des présidents de la République, il y a une Union africaine. Est-ce que a-t-on besoin que Marie-Paul Babli le fasse quand on est président de la République? Pourquoi pas essayer? Mais j'aimerais le faire parce que, outré comme je suis outré de ce que je vois encore des vidéos au Koweït, de ces personnes qui partent pour finalement se jeter par-dessus les murs parce qu'on est désespéré. De dire, mais mon Dieu, si vous dites que vous êtes président, regardez vos enfants en train de mourir. Mais qu'est-ce que vous espérez? La politique, c'est vrai, il faut des postes, etc. Mais si vous ne prenez pas soin de ceux qui ont voté pour vous, mais à quoi vous servez en fait? Après, l'intérêt de la France défendra toujours ses intérêts, Madame Sadio. Elle défendra toujours ses intérêts. Donc, tant que nous restons dans cette situation statique, ça c'est ça l'intérêt d'une réunion. Mais quel est notre intérêt à nous? Oui, mais c'est de faire en sorte que nos dirigeants poussent un peu le bouchon pour vous faire pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Oui, mais voilà, venez d'une tierce, une autre association qui met face à face. Je pense que c'est possible de l'organiser. Bien sûr. Avec l'Élysée, avec... je ne sais pas, il doit y avoir une représentation de l'Union africaine. De l'Union africaine, oui. Voilà, prendre la tâche et puis convoquer... J'aimerais le faire. Ou tout simplement avec le président de l'Union africaine et le président français et le représentant de l'Union européenne pour pouvoir les mettre en face et trouver une issue quand même à cette situation qui est dramatique, qui déshumanise, qui dépopularise. C'est ça. Et puis qui fait frire l'élite. La main-d'œuvre en Afrique. Mais c'est justement, vous savez, je n'ai pas la prétention de tout savoir, Dieu merci d'ailleurs. Donc, quand vous suggérez une idée pareille, auquel je n'ai pas pensé, moi je sais que j'avais organisé en Côte d'Ivoire, via une association qui s'était mise en place, toute une journée de sensibilisation, de prévention et tout ça. Mais voilà. Et voilà. Après le peuple, il faut maintenant... Je suis d'accord. Mais rien que ça, le gouvernement était venu, a voulu s'accaparer de cette initiative et dire que c'était quelque chose de politique parce qu'une fois de plus, c'était très compliqué. Donc l'association qui avait mis en place cela a été vraiment boycottée. Donc c'est très difficile. Mais maintenant que vous me suggérez ça, avec d'autres frères, s'il y a des possibilités de faire ça, mais j'oserais le faire. J'oserais le faire. Ouais, Marie-Paul, je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes détentrice numéro 2 du prix Madiba. C'est ça. Et aussi de ce prix que je vais vous dire, je vais vous demander de leur présenter. Ah, d'accord. Et nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, le 9 mars dernier, il y a eu effectivement au sein de la diaspora en France une sorte de remise de prix, un peu calquée sur les Américains qu'on appelait un peu Oscar, mais je dirais plutôt une remise de trophée. Et moi, j'ai été nominée dans la catégorie humanitaire et droits de l'homme. Donc, ça avec joie. Oui, on peut lire. Hein. Droits de l'homme, Marie-Paul Babli. Et donc, effectivement, de nominer à lauréate. Donc, j'ai été ravie. Ça récompense un travail, même si je ne fais pas ça honnêtement pour être récompensée, parce que quand je vois... C'est toujours bien. Oui, c'est bien. Ça permet de poursuivre, mais quand je vois ce qui se passe actuellement au Koweït, je me dis encore que j'ai encore du travail à faire, énormément du travail. Mais avec le soutien de tous, pour le Koweït, il y a une vidéo virale qui passe et qui montre la situation de nos sœurs, une situation très délicate. Très délicate. Elles sont emmenées à se prostituer pour survivre. C'est ça. Pour celles qui ne veulent pas retourner dans les familles où elles sont, elles doivent faire le ménage. Voilà. Elles doivent faire le ménage, voilà. C'est ça. Voilà, donc, chers téléspectateurs, nous sommes avec Marie-Paul Babli sur la page de Malidigui pour nous avions parlé des droits de migrants et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement pour développer, surtout quand Marie-Paul va mettre en place un mécanisme qui fera se rencontrer dirigeants africains, européens et français sur le sort des migrants. Merci à tous et à toutes. Je vous remercie beaucoup, Malidigui. À très bientôt. Au revoir.